Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les réseaux sociaux, tous les jours il y a une nouvelle méthode qui promet monts et merveilles, que ce soit dans le crossfit, dans la musculation, la force athlétique, l'haltérophilie. Mais il y a quelque chose qui n'a pas bougé depuis que l'homme existe sur Terre, et la femme, c'est le corps humain. Et je parle de ça parce que je pense qu'on peut prendre le problème dans l'autre sens, et plutôt que vouloir changer les méthodes, vouloir changer, et stagner au même résultat, on va prendre le problème à l'envers, et on va venir travailler les structures du corps pour justement venir augmenter les résultats. Et donc il y a un élément dont on travaille tout le temps, mais dont on ne parle jamais, je veux parler du fascia. J'aime bien prendre cet exemple-là pour les ostéopathes. Le fascia est à l'ostéopathe ce que la farine est au boulanger. Mais quelque part, le kiné travaille le fascia, le préparateur physique est obligé de prendre en compte le fascia. Donc le fascia, c'est quoi? Ça va être toutes les structures collagéniques, le tendon, les ligaments, etc., les aponevroses, le myocarde, le péricarde, tout plein d'éléments qui viennent unir et structurer notre corps. Si je devais prendre le petit bonhomme ici présent, toutes les structures blanches, ça va être du fascia. Et en fait, le fascia, ça s'entraîne, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant à travailler, tant pour la performance que pour la récupération. Et donc dans cette vidéo, ce sont les deux éléments que l'on va venir voir. Qu'est-ce que c'est que le fascia et comment on peut l'appliquer dans l'entraînement avec des méthodes pour illustrer tout ça. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Bon, je vous avoue qu'une fois l'intro réalisée et qu'il fallait que je traite vraiment le sujet et que je mette les mains dans le cambouis, je savais pas trop par quel bout commencer. C'est-à-dire que c'est complexe comme sujet et par quel bout je pouvais bien attaquer. Et comment rendre le sujet simple, accessible, plaisant sans prendre la tête aux gens. Et alors que j'étais en plein dans cette galère, tout à coup, comme par miracle, j'ai eu la dalle. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris avec le temps, c'est écouter mon corps. Donc tout de suite, direction le Carrefour Market où j'allais faire d'une pierre deux coups. Premièrement, le plein de protéines et deuxièmement, continuer ma vidéo. Enfin, chronologiquement, c'est plutôt l'inverse. Donc ça, c'est une escalope de poulet. Et lorsque l'on observe de plus près, on s'aperçoit, un peu comme un arbre qui est recouvert par son écorce, que le filet de poulet est recouvert par quelque chose de reluisant, composé de petites lignes, et parfois ces petites lignes sont un peu plus épaisses. La couleur change également, on passe de quelque chose de fin, d'argenté, à quelque chose de plus blanc, de plus compact. Et bien, tous ces éléments, c'est ça le fascia. Tous les éléments sur lesquels j'attire votre attention, c'est du collagène majoritairement, c'est du tissu conjonctif, c'est du fascia. C'est ce qui va venir envelopper mais également unir toutes les structures de notre corps et c'est exactement la même chose avec le filet de poulet. Lorsque je glisse mon couteau sous une fibre de collagène un petit peu plus épaisse, on s'aperçoit que c'est extrêmement solide et que j'arrive même à soulever l'escalope. Au microscope, ça donnerait ce qui ressemblerait à une toile d'araignée et à notre échelle, on pourrait parler de compartiments ou de briques qui sont alignées et collées les unes contre les autres. Aussi, la surface de contact de ces briques est extrêmement glissante et c'est très intéressant pour le mouvement, on en parlera plus tard. On se rend compte également que l'alignement de ces fibres les rend élastiques dans un sens, jusqu'à obtenir un point de déchirure, mais extrêmement résistantes dans un autre parce que perpendiculairement aux fibres, je ne peux pas les déchirer à la main, je suis obligé d'utiliser un couteau. Je m'arrête là parce que je suis en train de passer pour un fêlé. Enfin bref, nos mouvements sont produits par les muscles et nos muscles sont composés de fibres. Le muscle est enveloppé par du fascia et les fibres sont également enveloppées mais également unies entre elles par du fascia. J'ai volontairement simplifié les termes pour ne pas perdre tout le monde, mais effectivement, le fascia n'a pas le même nom selon la zone ou l'épaisseur dans laquelle il se trouve. Tout ce joli petit monde va venir s'imbriquer les uns contre les autres comme des poupées russes pour venir nous donner dans l'ordre la cellule musculaire, les ponts d'actine-myosine, le sarcomère, la myofibrille, la fibre musculaire, le muscle, la chaîne musculaire et enfin le membre. Ça on connaît, c'est le langage du muscle et justement si l'on parle langage fascial, langage collagénique, on a exactement les mêmes structures qui vont venir en parallèle envelopper toutes les structures que je viens de décrire au niveau du muscle. Et donc dans le langage des fascias, la myofibrille est recouverte par l'endomysium, mais l'addition de myofibrille va donner une fibre musculaire qui va être recouverte de périmésium, qui va donner ensuite par addition du muscle, qui va être recouvert d'épimésium, qui va venir s'attacher à un tendon, qui va s'attacher à un périoste, qui va être le fascia de l'os. Et ensuite, guess what? Le périoste va venir s'attacher à quoi? Un tendon qui va venir s'attacher à de l'épimésium, qui lui-même va venir s'attacher à un périmésium et qui va venir s'attacher à un endomysium. Donc on n'en finit pas, c'est vraiment le yin et le yang. C'est pour ça que le fascia est un réseau interconnecté ultra important pour le muscle, le mouvement et la santé, mais également la performance. Parce qu'on ne peut pas dissocier le fascia du muscle, tout comme on ne peut pas dissocier le muscle du fascia. Alors voilà, maintenant qu'on a vu ce que c'était que le fascia, la partie théorique et scientifique, comment ça se traduit sur le terrain. Un muscle, on voit typiquement ce qu'il faut lui faire, comment le grossir, quel type de résistance, etc., etc. Mais le fascia, comment on peut faire un mouvement qui dissocie et qui isole vraiment cette structure qui enveloppe, exactement comme si on séparait l'eau du vin. Et bien c'est ce que je te propose de découvrir dans la partie 2 de cette vidéo, à savoir que le fascia, il va réagir à 4 types de stimuli, l'étirement, le massage, la proprioception et la vibration. Allez, sans plus attendre, c'est parti.
Donc dans les faits, on a tous déjà travaillé le fascia à partir du moment où on a bougé et si l'on a fait du sport. Mais on a un peu plus sollicité sur une des dimensions à un moment donné de la séance et je vais commencer du coup par le massage. Donc cependant, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait une vidéo un peu plus complète sur le sujet que je vais mettre en lien dans la description. Mais pour résumer, le massage, ça va faire écho à l'aspect reluisant qu'on a pu voir sur le filet de poulet. Parce que cet aspect reluisant, c'est le reflet de l'hydratation de nos tissus. Donc je rappelle, le tissu c'est quoi? C'est du collagène qui est composé, donc le collagène c'est une hélice à 3 pales composée de tubes de tropocollagène dans lequel circule le liquide du corps. Et le massage, justement, ça va venir permettre de jouer sur ces facteurs-là, de faire migrer les liquides, donc ou bien par pression ou bien par traction. Et le massage, il y a aussi une composante un petit peu plus électrique avec les mécanorécepteurs qui sont situés dans le fascia. Et après, le choix de l'outil, ça va dépendre de la zone que l'on souhaite travailler, ça va dépendre de l'intention, si on veut plutôt activer ou si on veut plutôt récupérer. Donc en gros, c'est est-ce qu'on souhaite plus d'eux ou éviter d'eux? Ce serait un petit peu plus ça le débat. Le deuxième grand pilier, du coup, ça va être la proprioception. Et je mets en tiré la vibration. La proprioception, c'est la faculté qu'a notre corps à situer un membre dans l'espace. Où est mon coude, où est mon genou, etc., etc. La proprioception, ça va venir se couper en deux parties. Il y a l'interoception d'un côté et l'extéroception de l'autre. Donc en gros, qu'est-ce que je ressens dans moi et qu'est-ce que je ressens à l'extérieur de moi. Et les deux signaux vont venir par le fascia envoyer des informations au cerveau. Donc là, vous pouvez voir différents exercices de prise de conscience, d'interoception, avec un tonus musculaire extrêmement faible. Et la vibration sur le power plate va permettre aussi de donner plus d'informations, une plus grande quantité d'informations spatio-temporelles d'un membre qui vont venir au cerveau. Le troisième pilier, c'est pas des moindres, ça va être l'étirement, donc l'allongement. C'est-à-dire que là, le muscle, on l'étire, il s'éloigne, les deux points entre le point d'origine et le point d'insertion, ça s'éloigne. Donc il faudrait presque une vidéo entière sur le sujet, voire même plusieurs, mais le principe fondamental de l'étirement et des étirements myofasciaux en l'occurrence, ça va être de fixer l'articulation sous-jacente pour tirer l'articulation sous-jacente. Exactement dans le domaine du fascia, on peut avoir deux approches. Ou bien on peut faire très simple, c'est-à-dire on a un seul fascia pour tout le corps, ou bien on peut faire extrêmement complexe. Et là c'est un peu pareil pour le muscle, ou bien on isole un muscle, et c'est ce que vous voyez dans la vidéo, ou bien on peut avoir une approche un petit peu plus globale, un petit peu plus générale, sur lequel en fait on va venir manipuler le corps sur une situation d'allongement. Donc je recommande plutôt les étirements actifs. Lorsqu'un étirement il est bien réalisé, on est vite au courant. Donc regardez d'ailleurs les tremblements de la main sur cet étirement du grand pectoral. On voit qu'il y a une dissonance entre l'intention que l'on met dans le mouvement, parce que même s'il y a une absence de mouvement, on pourrait penser finalement c'est une intention qui est très forte. Donc il y a une dissonance entre l'intention et ce que la structure peut donner. C'est comme si le cerveau il communiquait avec le corps et il disait mais je veux que tu ailles là, et le corps dit bah ouais mais tu m'as donné que ça, et ça va très très vite. Et donc du coup en fait c'est ça qui fait vibrer la main. À savoir que tous les muscles, même les muscles profonds peuvent s'étirer. Là on peut voir l'étirement du diaphragme. Réagir, c'est un sportif de haut niveau. Et je tiens à dire que le renforcement pour moi c'est kiff-kiff avec l'étirement. Parce que si on isole bien la tension et l'intention qu'on peut y mettre, forcément sur la partie excentrique, on va mettre en jeu un allongement de la chaîne. Donc là, c'est exactement pareil. Donc, par exemple, avec la poulie, on va mettre en jeu certains mécanorécepteurs et favoriser la fluidité du mouvement. Et l'autre étirement, enfin l'autre renforcement que vous voyez sur la droite, c'est un renforcement de la chaîne triceps grand dorsal. Mais vous avez vu les points de fixation, ça va énormément venir étirer. Un peu comme en yoga, des fois, c'est plus difficile de tenir la position que de réaliser le mouvement en soi. Et puis pour finir, une méthode que j'adore sur les étirements, ce sont les L-doigts, donc qui a été mise au point par Guy Voyer. Donc ça serait un mix au final entre renforcement et étirement. Et l'idée c'est de remettre de l'espace sur une articulation. Donc là par exemple, ce que vous voyez c'est un L-doigt cervical chez un lutteur de haut niveau et ensuite un L-doigt sacro-lombaire chez un public beaucoup plus sédentaire, c'était du sport en entreprise. Et enfin, le quatrième pilier qui va travailler le fascia, ça va être le rebond, parce que le rebond, ça va faire écho aux facultés d'étirement qu'on vient de voir, mais dans un tempo très dynamique. Et donc là, on va plutôt mettre en jeu les facultés élastiques du fascia, les facultés un peu comme j'ai tiré le poulet tout à l'heure. C'est ce qu'on va venir isoler. Et ce qu'on va venir faire, ça va générer beaucoup d'énergie cinétique qui va à la fois relâcher le tissu,
mais ça va augmenter la performance parce que du coup, la contraction du muscle au régime concentrique va être beaucoup plus économe. Et c'est par l'énergie transmise par la périphérie que le mouvement peut se faire. Donc je vais un petit peu vite, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en CrossFit. Par exemple, les keeping ou les butterfly pull-up, c'est de l'énergie cinétique sur le membre supérieur. D'ailleurs, il faut faire attention parce que si on est trop sur le fascia et s'il n'y a pas suffisamment de contrôle moteur, à ce moment-là, le fascia, c'est pas non plus quelque chose d'infini. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir le fatiguer. C'est comme ça qu'arrivent les tendinites. Les tendinites qui vont venir à un endroit précis. En général, sur l'exemple que je situe, en général, c'est plutôt le biceps, le long biceps qui a tendance à venir se tendre. Mais c'est quelque chose d'extrêmement performant. C'est normal que les techniques du CrossFit s'en inspirent. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était une présentation assez générale du fascia. Vous avez vu, j'ai changé de vêtements tout simplement parce que je tourne cette vidéo, cette séquence, un autre jour que tout le reste parce que c'était compliqué à monter, etc., etc. Et tout ça pour dire que c'est pas une vidéo de 15 minutes qui résume le sujet. Le fascia, c'est extrêmement vaste et c'est un sujet qui est encore assez jeune dans le domaine de l'entraînement. Donc c'est plutôt cool parce que ça va créer une certaine émulation chez les préparateurs physiques, les entraîneurs pour venir corriger et améliorer la performance des athlètes. Donc si toutefois vous avez des idées de vidéos par rapport au prisme de la préparation physique et du fascia, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça va beaucoup m'aider pour la suite. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.